Mesdames, Messieurs, bonsoir. La cérémonie va commencer dans un instant et je vous invite à rejoindre vos places, à éteindre votre GSM numéro 1, votre GSM numéro 2, etc. Et bien entendu, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, vous connaissez les rituels de la maison. J'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour cette 189e séance solennelle de rentrée académique. Et pour l'occasion, le rituel prévoit d'accueillir chaleureusement, en vous levant, le cortège de l'ULB. Le cortège de l'ULB, je vous invite à vous asseoir, si vous le voulez bien, le cortège de l'ULB qui était accompagné à la musique par Kenzo Nora et Joël Rabessolo. Vous aurez l'occasion de les revoir dans un instant. Je vous invite à retrouver vos places sous vos applaudissements. Ils se sont rencontrés il y a quelques années au Conservatoire Royal de Bruxelles. Ils avaient carte blanche pour ce soir et merci à vous d'avoir choisi Blueset. Alors pour ceux qui s'en rappellent, un certain Jean-Baptiste Isidore Tillemans, baron, alias Toots, a improvisé ce morceau sur ce campus, à la salle Paul-Émile Janson. Je me disais en vous écoutant, c'est fou ce qu'on peut faire avec une bouche humaine et un harmonica, vraiment. Alors ces moments sont aussi, pour l'ULB et à chaque rentrée académique, une cure de nous. Et bien entendu, c'est une cérémonie solennelle, mais vous verrez avec aussi des moments d'émotion. Comme le veut la tradition, cette séance solennelle de rentrée académique est articulée en deux parties. Pendant la première partie, le président du conseil d'administration, Pierre Gurdjian, vous livrera son discours. Ensuite, comme le veut également la tradition, les différents corps de l'université, corps étudiants, corps scientifiques et les représentants du PATGS, en duo, s'adresseront à vous. Dans la deuxième partie, eh bien, ce sera notre rectrice, Anne Michaud,
qui fera son allocution. Ensuite, il y aura une distribution de médailles, puisque vous savez que nous tenons à un minimum de culture de gratitude, dire merci à ceux à qui nous devons tant, parce que finalement l'histoire de l'humanité, c'est une histoire d'accumulation de dettes, cela vous le savez. Ensuite, ce sera la carte blanche de Thomas Günsig, que je remercie. Et puis, vous avez un autre rituel. Vous serez invité à chanter ou chanter, puisque nous aurons l'occasion de chanter notre hymne local, écrit il y a 131 ans maintenant. Plusieurs de nos collègues nous ont quittés l'année dernière et nous voudrions entretenir leur présence, la présence de ces absents, en leur rendant hommage. Je vous invite, si vous le voulez bien, à observer une minute de silence. Je vous remercie. J'invite à présent le président du conseil d'administration, Pierre Gurdjian. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, très chers amis, beste vrienden van de VUB, een bijzonder hartelijk welkomwoord aan jullie, na het tragisch dubbelverlies dat jullie geleden hebben. Jullie maken deel uit van onze familie. Dank voor uw aanwezigheid. C'est aujourd'hui dans une posture peut-être un peu particulière que j'aimerais vous parler. La posture d'un pratiquant du triathlon. Ceux d'entre vous qui me connaissent auront vite compris qu'il s'agit là d'une expression au figuré, parce que je n'ai jamais eu de basket. Et si j'avais eu un basket, il n'aurait jamais mis les pieds sur une piste d'athlétisme. En effet, depuis plusieurs années, j'ai le privilège d'être profondément immergé dans 3 sphères très différentes et très complémentaires. La sphère publique, ici à l'université, en remplissant le mandat que l'institution a bien voulu me confier. La sphère du secteur privé, avec des mandats d'administrateur dans de belles sociétés belges pour lesquelles la responsabilité sociale d'une entreprise est une priorité fondamentale, et le secteur que j'appellerais secteur sociétal, la société civile avec une activité de philanthropie et récemment d'entrepreneuriat sociétal ici en Belgique. C'est à la lumière de cette expérience que j'aimerais aujourd'hui revenir sur une thématique que j'ai évoquée dans les séances précédentes, mais sur laquelle je souhaite revenir à la lumière des développements du monde autour de nous. C'est la responsabilité et la capacité de l'université, des universités, de notre université, à être un acteur fondamental de la transformation sociétale. L'image que le monde nous renvoie aujourd'hui est essentiellement l'image d'un monde brisé, d'un monde distordu, d'un monde cassé, d'un monde ayant perdu ses repères, d'un monde, pour utiliser les termes
d'un philosophe français que nous recevons régulièrement à l'ULB, François Julien, un monde décoïncidé. C'est là évidemment une image interpellante et une image qui, pour moi, est une image pessimiste, est une image anxiogène. J'aimerais ce soir vous proposer une image alternative. Je l'ai empruntée à un autre philosophe français que nous recevons aussi régulièrement à l'ULB, Abdenour Bidar. Et lui parle du monde comme une étoffe déchirée. Et il appelle à retisser l'étoffe, à retisser le lien. C'est une image qui m'inspire profondément parce que l'activité, l'acte de tisser, de retisser, est un acte patient, est un acte structuré, est un acte qui nécessite à la fois le détail et la perspective d'ensemble. C'est une image positive, c'est une image autour du lien. Et ce lien, je pense, il doit pouvoir relier à la fois des volontés ancrées, des volontés enracinées d'hommes et de femmes, de moyens d'action collectifs et d'une armature intellectuelle d'idées permettant de guider l'action. Je me permets en quelques minutes de vous partager quelques expériences par rapport à ces trois éléments importants à relier, expériences que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir dans les quelques dernières années et quelques derniers mois. D'abord, le point principal, bien entendu. Le monde ne peut pas se changer sans l'énergie, sans la volonté, sans la détermination d'hommes et de femmes. J'ai un parti pris par rapport à cette réalité, que j'exprimerai de façon un peu lapidaire et un peu simpliste, et je m'en excuse auprès des multiples collègues professeurs. Je pense que par rapport à des défis systémiques, des défis complexes, il est plus important de se concentrer, d'apporter de l'importance au qui et au pourquoi qu'au quoi et au comment. Autrement dit, non pas tellement d'abord les solutions, mais surtout d'abord les hommes et les femmes qui un jour trouveront les solutions, porteront l'avenir. J'ai eu dans la dernière année le privilège, l'extraordinaire expérience de pouvoir accompagner une centaine de jeunes femmes, de jeunes hommes, leaders sociétaux autour de la trentaine, dans un programme d'accélération et de soutien de leur leadership sociétal. J'y ai trouvé une énergie époustouflante, une énergie que je n'aurais jamais soupçonnée, une énergie contagieuse, dont les clés sont finalement assez simples. Il y a d'abord la diversité, une vraie diversité, dans toutes les dimensions. Il y a deuxièmement la capacité à se découvrir mutuellement. Et ce que j'ai constaté, c'est que des profils de grande diversité, apprenant à se connaître, s'apprécient, ont envie de travailler ensemble. C'est aussi une affaire de permettre une forme d'introspection, de reliance par rapport à un enracinement, qui dans des jeunes vies n'est peut-être pas toujours donné. C'est aussi, et de façon très importante, la capacité à utiliser l'intelligence collective. Et puis finalement, j'ai découvert la grande valeur de la transmission intergénérationnelle. Et effectivement, en travaillant avec cette centaine de jeunes hommes et de jeunes femmes, en leur permettant d'avoir comme mentors des hommes et des femmes qui aujourd'hui ont des positions de leadership et dont certains présents ici et que je remercie, de permettre ce dialogue libère une énergie des deux côtés extraordinaire. Cette énergie me porte. Cette énergie doit bien entendu être incarnée, se traduire dans des modes d'action collectifs. Et là, je dois dire que je privilégie naturellement la capacité à conjuguer les forces, les complémentarités entre le secteur public, le secteur privé et ce que j'appelle le secteur sociétal ou la société civile. J'ai été, et c'est malheureusement une expérience négative, encore frappé comme aujourd'hui il existe des stéréotypes tellement simplistes entre ces différents mondes. Les stéréotypes de la part du secteur privé par rapport au secteur public, de bureaucrates endormis, des politiciens égoïstes, des stéréotypes dans le monde public sur le monde privé comme étant des requins sans valeur, cupides, et des préjugés du côté parfois du secteur public et du secteur privé par rapport
ou sociétales, en se disant que finalement ce ne sont que des doux rêveurs, déconnectés, avec parfois de grands égos et peu de compétences. Ce sont évidemment des stéréotypes affligeants. Je les mentionne parce que je les ai rencontrés au quotidien, quand, bien entendu, il s'agit de conjuguer les forces de ces trois secteurs, la capacité du monde public à affirmer la légitimité diplomatique, politique, peut-être diplomatique aussi parfois, mais politique, le policy making, la capacité du secteur privé de mobiliser des ressources, de définir des objectifs, de réaliser ces objectifs de façon mesurable avec une redevabilité, et bien entendu le cœur, la mobilisation qui vient du secteur sociétal. Troisièmement, les idées. J'ai été passionné par de multiples réflexions, par de multiples contributions intellectuelles auxquelles j'ai eu l'occasion de me confronter dans les dernières années. Je pense, immodestement, qu'il reste, particulièrement en Belgique, un besoin important de générer plus de nouvelles idées, et particulièrement des idées visionnaires. J'aimerais vous proposer une citation. C'est une citation d'un intellectuel anglo-saxon, deuxième moitié du XXe siècle, qui est rarement cité à l'ULB. Donc je ne vous livrerai pas le nom de la personne pour l'instant que je vais citer. Je vais vous lire la citation. J'ai trop peur d'être emmené du podium et enduit de goudron et de plumes, ce qui est évidemment un risque structurel ici à l'université, auquel j'ai échappé jusqu'ici, mais je crains que nous y soyons très proches. Je cite: « Only a crisis produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas lying around. That is our basic function, to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable. » Milton Friedman. Comme quoi, même le grand Satan du néolibéralisme peut dire des choses qui sont pertinentes. Je reviens à l'image de ce monde, de ce tissu déchiré qu'il faut réparer. Je pense que l'université est un extraordinaire métier à tisser. Est un extraordinaire métier à tisser parce que l'université s'appuie sur des fondamentaux qui sont incomparables. Je me permets de répéter quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de vous proposer multiples fois, mais je suis absolument convaincu que l'université est un lieu unique dans notre société. Un lieu et une organisation qui a réellement ce que j'appellerais en anglais « societal license to operate », parce qu'il n'y a pas d'autre lieu dans notre société où il existe une telle masse de connaissances vivantes, de connaissances constamment renouvelées dans un esprit de liberté. Parce qu'il n'existe aucun autre endroit dans la société où autant de talents sont réunis, de talents de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont décidé consciemment de prendre leur vie en main. Parce qu'il n'existe pas d'autre lieu dans notre société qui est tant relié à 360 degrés à toutes les composantes de la société. Parce qu'il n'existe aucun autre lieu qui jouit d'une telle légitimité, la légitimité de la science dans notre monde actuel. Par rapport à cela, j'aimerais renouveler un appel qui, je pense, est partagé sur la responsabilité de l'université, que je qualifierais alors d'université civique. Alors, me direz-vous, ce n'est pas nouveau. L'ULB a toujours eu cet engagement dans son ADN, a toujours eu un engagement dont nous pouvons être fiers, a comme héritage, un riche héritage auquel j'ai consacré un de mes discours de rentrée académique, de l'école de Bruxelles, qui au début du XXe siècle a contribué à créer non seulement la sociologie, mais la capacité à penser de façon systématique et scientifique la transformation sociétale. C'est ce que nous avons aussi adopté à la suite du plan CAP 2030 de l'université. C'est ce que nous pratiquons tous les jours, la plateforme ULB engagée,
la plateforme de formation continue, la création de l'hôpital universitaire de Bruxelles, l'engagement extraordinaire de nos académiques de nos académiques et de nos experts lors de la pandémie, l'engagement que nous avons tous les jours au travers de notre Technology Transfer Office de contribuer à l'innovation sociétale, la coopération avec des pays d'Afrique et du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique que nous développons. Ce sont de belles choses dont nous pouvons être fiers. J'aimerais néanmoins utiliser l'image suivante. Dans le monde actuel, c'est probablement une très belle, très riche collection de tapis, pas encore une tapisserie. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir et relancer un appel collectif sur l'ambition que nous devons avoir en tant qu'université de renouveler cet engagement, de le susciter de façon très très consciente, d'encourager tous nos chercheurs à porter la voix de la science dans la société, éclairer la complexité, comprendre la nuance, propager la rationalité, encourager nos étudiants à utiliser les crédits académiques qu'ils et elles peuvent avoir au travers de leur engagement sociétal, d'encourager nos collègues du personnel, de l'administration à lancer des actions solidaires, d'encourager nos organes de gouvernance, que ce soit au conseil académique, l'assemblée plénière ou le conseil d'administration, de dégager des priorités et des moyens. De permettre aussi à chacun de s'engager en facilitant cet engagement, en éliminant toutes les mauvaises raisons de ne pas s'engager, en encourageant la création d'idées, la formalisation d'idées, la transformation d'idées en projets, en exécution de ces projets, en expertise légale, en expertise à tous les niveaux, pour permettre, comme nous le faisons d'ailleurs dans la plateforme, par exemple, d'ULB engagé, de démultiplier nos efforts. Et puis, en termes d'état d'esprit, notre communauté universitaire, je pense que nous devons avoir probablement plusieurs dizaines de milliers, probablement plus de 50 000 membres de notre communauté universitaire, d'encourager les états d'esprit d'engagement concret. Bien entendu, d'aller au-delà de simplement produire des diplômés, de pouvoir créer, de pouvoir susciter, de pouvoir voir émerger des citoyens informés et critiques, mais au-delà de ça, surtout des citoyens engagés. Avec plus de 50 000 membres de notre communauté universitaire, nous pouvons réellement faire changer le monde dans nos communes, dans nos villes, dans nos régions, dans notre pays et au sein de l'Europe, qui en a bien besoin. Notre rectrice, tout à l'heure, nous parlera de nouvelles initiatives inspirantes. Ce que je souhaitais faire aujourd'hui, en introduction à cette rentrée académique, c'est de vous dire que si effectivement le monde est une étoffe déchirée que nous devons retisser, soyons donc ensemble des tisserands authentiquement engagés. Je vous remercie pour votre attention. Pour moi, l'ULB est une université de qualité et très complète. Pour la petite histoire, je suis un des représentants des étudiants et donc je représente les 37 000 étudiants de toutes les facultés et de toutes les disciplines. Par ailleurs, l'université dispense des cours pour toutes les tranches d'âge, avec notamment des formations courtes et des MOOC. Les cours sont donnés en français et en anglais. Enseignement et recherche sont étroitement liés ici, car nos professeurs sont très actifs dans ces domaines. L'enseignement se base notamment sur les innovations pédagogiques où les étudiants sont acteurs de leur enseignement. Pour moi qui suis très sensible aux enjeux de la durabilité, à l'écologie, aux enjeux climatiques et de justice sociale, c'était primordial de m'investir sur un campus qui défendait les mêmes valeurs que moi. L'ULB mène une politique de durabilité très forte, avec notamment un plan climat qui nous permet de construire et de concevoir les campus du futur. En fait, depuis sa création, l'université a toujours été au centre des grands débats sociétaux et permet aujourd'hui de former les citoyens et citoyennes de demain et tend aussi à agir
vers un modèle de société axé sur la solidarité, l'écologie et la durabilité. Et ça, c'est quand même des valeurs qu'on aime bien défendre. Le folklore à l'ULB, c'est les cercles folkloriques, culturels. Je pense que ce qui est inculqué à l'intérieur de ce folklore, c'est quand même le libre examen. C'est penser par soi-même, aller plus loin que ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, se faire son avis et être critique. Je pense que je suis fière de ce que l'ULB peut inculquer dans ses libertés, ses valeurs. L'ULB est engagée au niveau de la démocratie. On a pu le voir au fil des années depuis sa création, se battant contre le fascisme grâce au groupe G, qui est issu de l'ULB et qui a été créé par Jean Burgers. Ce groupe G a donc lutté contre le fascisme et le nazisme et donc été engagé pour la démocratie. Nous avons également des prix Nobel qui sont issus de l'ULB, dont Henri Lafontaine et Denis Mukwege. L'ULB va aussi s'engager au niveau de ses libertés, en remettant des insignes de docteur honoris causa à des personnalités publiques qui défendent les mêmes valeurs que nous, comme par exemple Simone Veil ou Angela Davis. Madame la rectrice, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les ministres. Chers professeurs, chers membres du personnel, Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, et surtout, chers étudiants et étudiantes. Camarades, excusez-moi, on repolitise la jeunesse comme on peut. Bref, nous voulions dédier ces quelques minutes aux 2004 qui rejoignent les bancs de l'université. Enfin, s'ils trouvent où s'asseoir. Pour leur souhaiter la bienvenue cette année, au BEA, on a mis le paquet. Décapsuleurs, bloc-notes, stylos, tote bag. Ils étaient parés pour leur premier jour de cours. Eh bien, nous n'étions pas les seuls. En effet, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles leur a aussi préparé une petite surprise. Un tout nouveau décret. Mais bon, décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, on trouvait ça un peu lourd. Alors, on l'a rebaptisé décret Koh-Lanta. Vous le savez, et les représentants étudiants du BEA qui se sont succédés à ce pupitre ces 20 dernières années n'ont pas manqué de le rappeler, notre enseignement supérieur n'est pas financé à la hauteur de ses missions. Il pleut dans certains de nos auditoires. En faculté de psychologie, certains étudiants sont contraints de prolonger leur master faute de trouver un promoteur pour encadrer leur mémoire. À l'école polytechnique, comme dans d'autres facultés, les professeurs qui prennent leur retraite ne sont parfois plus remplacés. Et dans la faculté des sciences de la motricité, des secrétaires sont en arrêt pour burn-out, laissant leurs tâches dans les mains des délégués étudiants. Face à ces problèmes, nous demandions plus de moyens humains et financiers. Nous demandions un refinancement structurel de l'enseignement. Mais aujourd'hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles a déclaré forfait, en se disant « Si on n'arrive pas à mettre autant d'argent qu'il y a d'étudiants, alors baissons le nombre d'étudiants ». Sous couvert de simplification, ce nouveau décret installe une nouvelle vision de l'enseignement supérieur. Ils vous diront que c'est une vision élitiste ou qui prône l'excellence. En vérité, c'est une vision du marche ou crève. Alors oui, pour l'élève modèle qui a une mère avocate et un père chef d'entreprise, qui était dans ce qu'on appelle une bonne école, appelons-la Amandine, rien ne change. Elle a toujours tout bien réussi dans les temps, et tant mieux pour elle. Nous lui souhaitons tout le bonheur pour la suite. Mais que se passera-t-il pour Zineb, qui n'a pas été dans la même école qu'Amandine? Par chez elle, la prof de maths n'était pas là toutes les semaines et ça lui a laissé quelques lacunes. On pense aussi à Robin, qui doit travailler jusqu'à 20 heures par semaine pour pouvoir payer son cote. Alors, on espère que Robin et Zineb gagneront cette nouvelle course au crédit imposée par le décret Koh-Lanta. Sinon, ce sera l'élimination. On pense à Camille, qui s'est lancée dans des études de droit à 17 ans, parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Aujourd'hui, elle a 21 ans et elle aimerait se réorienter. Pas de bol pour elle. Son cas est un peu l'épreuve des poteaux du décret Koh-Lanta. Son cas est un... Elle veut se réorienter, elle devra réussir l'ensemble des 60 crédits chaque année. Sinon, ce sera l'élimination.
On pense aussi aux Benjamin, aux Léna, aux Lucas, aux Marie, aux Mélodie, aux Adam et aux Shannon, qui donnent de leur temps pour leur université, qui passent des nuits blanches à préparer des événements pour faire vivre leur campus, qui sèchent leurs cours pour une réunion de cercle, un conseil d'administration ou mieux encore, une réunion avec la rectrice. Est-ce que la génération de demain prendra le risque de l'engagement? Est-ce qu'ils survivront à ce nouveau rythme? Ou seront-ils, eux aussi, éliminés? En résumé, ce nouveau décret, c'est les 60 crédits de BA1 en 2 ans, sinon l'élimination. L'impossibilité de combiner études et job étudiant, sinon l'élimination. L'obligation de trouver sa voie à 17 ou 18 ans, sinon l'élimination. Mais surtout, le risque de voir l'engagement étudiant se retrouver lui aussi éliminé. Les victimes de cette soi-disant méritocratie, ce seront là encore les élèves qui ont plus de mal à se concentrer ou à saisir la matière du premier coup. Celles et ceux qui n'ont pas été dans les bonnes écoles, les étudiants et étudiantes précaires qui devront travailler pour financer leurs études. Au final, ce sont un peu les mêmes logiques qui ont conduit à la réinstauration de l'examen d'entrée en médecine. Sans débat sur la pertinence des quotas, alors qu'il faut attendre souvent plusieurs mois pour avoir accès à un médecin. Sans débat sur l'intérêt d'interroger des jeunes sur leur empathie et leur capacité de raisonnement. Sans se demander quels impacts aura ce concours sur le taux de réussite des publics les plus fragiles. Mesdames et messieurs, nous nous inquiétons pour la santé mentale de cette jeunesse qu'on met en compétition toujours plus tôt. Paradoxalement, cette année sera peut-être l'occasion pour les étudiants d'être davantage écoutés. En effet, l'ULB, notre université qu'on sait toujours à la pointe, vient d'avoir l'idée révolutionnaire d'ouvrir les élections rectorales aux différents corps. Juste après l'UCL, Saint-Louis, l'UMONS, l'ULiège et l'UNAMUR. Pour autant, inviter les étudiants à participer à ce vote, ce n'est pas qu'un exercice démocratique. Se faire représenter, c'est le droit le plus fondamental de l'étudiant. Ce sera donc surtout une nouvelle manière pour les étudiants de porter leur voix. Les candidats recteurs et candidates rectrices ne devront plus se concentrer uniquement sur les attentes des professeurs, mais devront aussi prendre en compte les réalités étudiantes, scientifiques et du personnel. La question se pose alors de ce que valent ces voix étudiantes. Alors qu'on parle aujourd'hui de n'accorder seulement que 10% à 15% du vote aux quelques 40 000 étudiants de l'ULB. Autant dire de la figuration. Mais vous vous en doutez, on ne pouvait pas aborder le sujet de la représentation sans parler de nos amis de la Fédération des étudiants francophones, la FEF. Si nous voulons un mouvement étudiant uni, et si on sent nos poils s'hérisser lorsqu'on entend certains demander une représentation étudiante partisane, c'est-à-dire assurée par des jeunesses politiques, on ne peut pour autant rester muet face au dysfonctionnement actuel. La FEF doit repenser sa manière de fonctionner. Elle doit revoir ses exigences financières auprès de ses conseils étudiants. Mais surtout, elle doit objectiver sa manière de distribuer ses mandats à l'ARES pour que les 40 000 étudiants de l'ULB ne se retrouvent plus sans représentation. Nous espérons que ces quelques recommandations n'atterriront pas dans l'oreille d'un sourd, dans l'attente d'une peut-être éventuelle réaffiliation, pour pouvoir travailler sur les sujets qui touchent nos étudiants et étudiantes, comme celui des violences sexuelles et sexistes. Si les dispositifs de l'ULB ne sont évidemment pas parfaits, nous avons la chance d'être l'université la plus avancée sur la question. Grâce au soutien des autorités, et en particulier de notre rectrice, Anne Michos, et du vice-recteur, M. Alain Lévesque, il y a 3 ans naissait CASH, le centre d'accompagnement et de soutien dans les risques d'harcèlement envers les étudiants et étudiantes, qui compte aujourd'hui 5 personnes formées à l'accueil des victimes. Néanmoins, CASH se retrouve souvent bloqué face à un cadre réglementaire trop rigide et un manque de moyens. Soyons honnêtes, une professeure harcelée par un professeur est aujourd'hui mieux protégée qu'une étudiante harcelée par le même professeur, et ce à cause de l'absence d'une protection légale, comme il en existe pour les travailleurs, ainsi qu'une possibilité de recours externe à l'établissement. L'année passée, nous avons obtenu, entre autres, la baisse des prix des restaurants à 2 €, des aides sociales énergie, des nouveaux dispositifs de plainte pédagogique et un meilleur accompagnement pour les étudiants à besoins spécifiques. Cette année, nous devrons accompagner les étudiants et étudiantes face à ce nouveau décret, renforcer nos dispositifs d'accompagnement face aux divers types d'harcèlement, et nous devrons mener des discussions avec les différents acteurs en vue d'une meilleure représentation étudiante à tous les niveaux. Une fois n'est pas coutume, cette année, la représentation étudiante aura du pain sur la planche. Merci pour votre attention. L'ULB, c'est une université solidaire et inclusive.
Et cette volonté de soutien et d'aide aux étudiants, elle est présente dans l'histoire de l'ULB. Dès 1932, il y a eu la création de la cité estudiantine Paul Léger. Depuis les années 60, l'université est pionnière dans sa politique d'accueil aux étudiants. Elle propose une aide sociale directe. Elle propose aussi des logements et restaurants universitaires. Elle va proposer un accès à la médecine et au planning familial, mais aussi un accompagnement et un soutien psychologique. Au total, c'est 1 étudiant sur 3 à l'ULB qui bénéficie d'un soutien social. En plus, cette aide elle ne va pas s'adresser uniquement aux étudiants et futurs étudiants de l'ULB. Elle va également s'adresser plus largement aux élèves du secondaire. Ces élèves du secondaire, ils vont pouvoir bénéficier d'un projet de tutorat, le fameux projet Scola, qui est un projet qui tient vraiment à cœur de l'université. Alors l'Université libre de Bruxelles, eh bien, elle a aussi un ancrage à Charleroi, où elle organise de nombreuses formations et enseignements avec divers partenaires. En plus de l'enseignement et de la formation, elle va aussi développer de la recherche, particulièrement dans le milieu médical et biomédical. Et elle va vraiment, toute cette recherche, avoir un impact majeur sur le développement socio-économique de la ville grâce à la création du bioparc. Lorsque j'ai dû conseiller le gouvernement au plus haut niveau, j'ai pu réaliser à quel point il était vraiment essentiel que l'expression scientifique puisse se faire en dehors de toute influence. Et c'est là un moment que je me suis rendu compte que ces valeurs, ce libre examen, rencontraient en fait un besoin tout à fait fonctionnel lorsque l'université en fait aide la société à prendre des décisions qui sont difficiles. Au cours de l'histoire de l'Université libre de Bruxelles, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont été récompensés. Donc les plus connus, ce sont les prix Nobel, mais il y en a aussi d'autres, des prix Franky, des médailles Field. Et à côté de ces personnalités, il y a des centaines de chercheuses et de chercheurs que j'ai l'occasion de rencontrer dans ma fonction de vice-recteur. Et ce qui me frappe chez toutes ces personnes, c'est ce mélange de curiosité, de passion, de rigueur qui les caractérise et qui doit leur permettre comme ça de se déployer et de contribuer à la société. L'hôpital Erasme, l'Institut Bordet et l'hôpital des enfants Reine Fabiola forment aujourd'hui l'hôpital universitaire de Bruxelles. Et donc ils forment un réseau de scientifiques de premier plan dont vont pouvoir bénéficier les patients bruxellois. L'ULB, pour moi, c'est avant tout un endroit multiculturel par excellence. L'ULB, c'est Bruxelles, c'est une université en plein centre de Bruxelles. C'est une métropole, certes, mais c'est une métropole qui a un caractère humain et c'est ce que j'ai toujours aimé à Bruxelles, ce brassage des cultures, ce mélange de nationalités. Mais surtout, le plus important, je trouve, de Bruxelles, c'est cet aspect décontracté qu'il y a partout, qui est typique des Belges, mais encore plus des Bruxellois. C'est que finalement, à Bruxelles, on se sent bien chez soi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a maintenant 100 ans, voyait le jour un phare dans l'obscurité, une référence et une source d'inspiration pour les générations à venir, un modèle d'engagement qui rayonne jusqu'à nos jours. Cette rentrée académique 2022 est l'occasion de célébrer ce centenaire, celui de la naissance d'Irène Pétry. Militante féministe belge, première présidente du Conseil de la Communauté française et de la Cour constitutionnelle, elle fut aussi ministre d'État. Cette année, nous célébrons les 100 ans de sa naissance. Ah oui, mais accessoirement, également ceux du campus sur lequel nous trouvons aujourd'hui. Il y a 100 ans, la décision d'implanter notre université sur le campus du Solbosch fut prise. La construction du premier bâtiment, le bâtiment U, fut lancée 1 an plus tard et nos étudiantes et étudiants commencèrent à fouler ces couloirs et allées que nous parcourons quotidiennement. Comme nous pouvons l'imaginer, l'installation de l'Université libre de Bruxelles ne se fit pas sans heurts et l'érection du bâtiment U en choqua plus d'un. Nous pouvons citer l'architecte Paul Bonduel, qui blâma une absence complète de tout plan, une allure de gigantesque labyrinthe et un aspect fort peu décoratif des façades. Un début enthousiasmant pour le Solbosch. Vint alors le bâtiment A, dont l'une des fonctions premières inscrites dans le cahier des charges a été de cacher la laideur unanimement reconnue du U. Nous ne dirons pas que ce fut de mauvais augure pour les divers plans immobiliers de notre université. Non. Peut-être le début d'une constante quand même. Boutade mise à part,
l'immobilier a été, dès les débuts Solbosch, un enjeu majeur. Aujourd'hui, même si l'esthétique de certains bâtiments reste contestée, le problème n'est plus tant de faire oublier des choix hasardeux, mais simplement de trouver de l'espace pour mener à bien les diverses missions de notre institution. En d'autres termes, nous avons des étudiantes et des étudiants, des chercheuses et des chercheurs qui débordent de partout. En 1922, 3000 élèves suivaient les cours de notre université. Ce nombre, en constante augmentation, est à présent déjà multiplié par 12. En pilotant plusieurs projets immobiliers de front, l'ULB est donc aujourd'hui engagée dans une réflexion sur l'aménagement de ses campus, avec comme trame de fond une question: à quoi veut-on que ressemble à l'avenir la vie dans notre université? Derrière l'engouement et l'excitation que peuvent produire ces projets et réflexions, la réalité est moins exaltante. Elle est le résultat d'autres erreurs du passé qui n'ont pas trait au manque de beauté de notre campus, mais à leur délabrement dû à un manque d'investissement. Loin de nous l'idée de jeter la pierre sur l'institution. Non. Aujourd'hui, la cause de nos déboires immobiliers et d'une grande partie des autres soucis de notre université est un crucial manque de financement structurel. Nos auditoires sont trop peu nombreux, souvent trop exigus et vieillissants. Nos chercheuses et chercheurs s'entassent dans des bureaux. Les exemples sont nombreux, et nous ne parlons que des problèmes immobiliers. Le besoin d'un refinancement de l'enseignement supérieur se fait sentir de manière plus pressante chaque année. À tel point qu'aujourd'hui, le corps scientifique, en sous-effectif criant, est fatigué. Fatigué du manque de perspective qui lui est offert. Seuls 61% des personnes diplômées d'un titre de doctorat arrivent à trouver un CDI. Fatigué d'être écartelé entre des tâches d'enseignement rendues plus complexes et chronophages, avec l'explosion du nombre d'étudiantes et étudiants et nos recherches qui ne font qu'en pâtir. Le nombre d'inscrits à notre université a augmenté de 32% en seulement 4 ans. Fatigué de vivre dans une situation des plus précaires quand les financements nous sont refusés encore et encore. Fatigué pour les chercheuses et chercheurs contractuels de devoir grappiller des mi-temps dont la charge de travail est en réalité celle d'un temps plein. Fatigué des abandons de thèse, des fins de thèse au chômage, des recherches de bourses angoissées, des espoirs déçus pour des postes rares, du mal-être rampant et de l'inquiétude qui font partie de notre quotidien. Le taux moyen d'achèvement des thèses de doctorat était de 56% en 2012. La durée moyenne de ces thèses était d'au moins 5 ans, et ce, même en excluant les assistantes et les assistants. Seuls 25% des détentrices et détenteurs du diplôme de doctorat finissent par obtenir un poste permanent dans une université. Nos années au sein du corps scientifique sont donc loin d'être des années folles. Nous faisons plutôt face, en première ligne, aux conséquences d'une économie de pénurie, provoquant tensions, jalousie et manœuvres, motivées simplement par un indéfectible instinct de survie. Alors nous citerons Raymond DeVos, qui est né lui aussi en 1922 et qui était franco-belge, un peu comme la population actuelle de notre campus du Solbosch. Ce dernier disait donc: quand on est travaillé par une idée, on n'a plus l'idée de travailler. Eh bien, tous les jours, nous démontrons que cette citation est fausse. Travailler par des idées, nous travaillons davantage. Certes, la recherche universitaire ne peut pas être motivée par des raisons financières. Toutefois, les idées qui nous traversent et nous portent ne devraient jamais avoir pour contrepartie l'acceptation de conditions instables dans un climat d'opposition et de dissension. Le système de financement de l'enseignement supérieur installe les universités francophones à la merci d'une clé de répartition qui a pour effet pervers de monter les différentes universités les unes contre les autres, d'instaurer une concurrence là où nous voudrions qu'il y ait collaboration et solidarité. La communauté elle-même est déchirée, se repliant derrière des tranchées érigées pour protéger les miettes de cadres qui nous sont attribuées. Il y a 100 ans, en Europe, ces tranchées appartenaient définitivement au passé. Et nous espérons sincèrement que 2022 marque la transition vers une université réconciliée. Une université qui serait caractérisée par une participation démocratique effective et un esprit de cohésion. Il y a 100 ans, l'ULB faisait naître le campus du Solbosch. Un siècle plus tard, c'est sans aucune sérénité que nous envisageons l'avenir de notre université, de l'enseignement supérieur et de notre société. Nous ne voulons pas faire preuve de pessimisme, même si celui-ci est devenu l'une des caractéristiques de la jeunesse actuelle. Mais c'est avec grande difficulté que nous concevons la poursuite des missions de notre université. Il devient plus que jamais important que l'université puisse remplir son rôle de réflexion sur nos pratiques actuelles, sur notre rapport au monde et au vivant, et sur la manière dont nous voulons faire société. N'oublions pas que 1922 marqua les débuts de la chute de l'Europe vers les ténèbres. Et aujourd'hui, alors que les brumes d'un monde qui s'éteint se répandent à nouveau, nous vous demandons à vous, qui êtes présents, comment sommes-nous censés développer cette connaissance qui doit aider à vaincre les ténèbres?
Comment notre société peut-elle se recréer lorsqu'on lui ôte les moyens de se penser? Merci pour votre écoute. En commençant mes études à l'université, je ne me rendais pas compte de la chance que j'allais avoir de travailler dans une université qui est aussi chargée d'histoire et de valeurs humanistes. L'Université de Bruxelles, créée en 1834, au lendemain de la constitution de la Belgique, est la première université de la capitale belge. Ses fondateurs affirment leurs engagements dès sa création. L'université sera libre de tout dogme et engagée dans la défense de valeurs humanistes et démocratiques. En 1836, elle change de nom et s'appelle l'Université libre de Bruxelles. L'Université libre de Bruxelles compte aujourd'hui plus de 37 000 étudiants et étudiantes. D'abord composée d'une minorité privilégiée masculine et bruxelloise, sa communauté étudiante explose au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, passant de 4 000 au milieu des années 50 à 15 000 au début des années 70. Moi, j'étais la première femme de la famille à s'inscrire à l'ULB. Je me suis rendu compte que, en fait, je m'inscrivais dans un sillage qui était là depuis plusieurs siècles, puisque c'est ici que les premières femmes ont osé pousser les portes d'une université. Je me souviens, il y avait quelques femmes, c'était les premières jeunes filles voilées, qui portaient le foulard et osaient venir à l'ULB et pas ailleurs. Peut-être parce que c'est inscrit dans ces bâtiments, qu'il y a une ambiance ici qui est encore palpable depuis le 19e siècle. On sentait tout de suite que tout était possible. Il suffisait d'argumenter, d'avoir l'esprit critique pour être écouté, entendu et pouvoir développer ses propres arguments. Et ça, c'est ici que je l'ai appris. Et je suis très, très reconnaissante à tout le corps professoral. C'était vraiment fondateur et j'en suis très reconnaissante à mon alma mater. ULB, l'Université libre de Bruxelles, est donc de la capitale de l'Europe. L'une des universités les plus cosmopolites au monde, dans une des villes les plus cosmopolites au monde. C'est donc pas étonnant, quand on se balade ici sur le campus, qu'un étudiant sur 3 soit d'origine internationale. Ça se marque d'un point de vue institutionnel par de nombreux partenariats entre l'ULB et des universités prestigieuses partout dans le monde, également par des partenariats institutionnels. Je pense par exemple au G3 avec l'Université de Montréal et celle de Genève, des réseaux européens d'universités comme Civis auxquels l'ULB a contribué depuis ses origines. Et puis ça se marque évidemment dans la vie des étudiants. Je me souviens à 21 ans partir pour 6 mois au Mexique, découvrir une totale autre culture, pouvoir apprendre des autres et également pouvoir obtenir un diplôme d'une université conjointe comme de nombreux autres étudiants de l'ULB. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, cette 189e rentrée académique est l'occasion de faire un retour sur l'année 2021-2022, qui a vu l'émergence de dossiers qui concernent ces différents personnels. En fin d'année, la mise en place du télétravail régulier, longtemps attendue par certains de nos collègues et accélérée évidemment par l'expérience acquise durant ces 3 dernières années académiques, a apporté une nouvelle flexibilité bienvenue pour le bien-être de notre personnel. D'autres mesures, déjà en projet ou pas, sont encore nécessaires pour remotiver le personnel fatigué par la période particulière que nous avons vécue. Le personnel doit également pouvoir se sentir confiant dans son avenir au sein de l'institution. Parmi les mesures, le dossier promotion est un dossier qui de tout temps a fâché. Il est hélas encore et toujours possible d'entendre « vous méritez une promotion », mais pour des raisons budgétaires, nous ne pouvons vous l'accorder. La présentation de la prochaine réforme des promotions nous laisse entrevoir de meilleures perspectives d'avancement dans les carrières. Nous attendons de voir sa mise en place et son application. La réforme des carrières des personnels est d'un de ces nombreux dossiers qui sont déforcés par un élément que vous connaissez toutes et tous ici. Il a été mentionné par tous les corps qui m'ont précédé, le sous-financement chronique de l'enseignement supérieur. Et en particulier le sous-financement des universités, évidemment.
Toutes les facettes de notre institution sont touchées par ce sous-financement. Nous manquons d'argent, c'est un constat simple. Nous manquons d'argent pour construire des auditoires et des salles de séminaire. Nous manquons d'argent pour recruter du personnel académique, du personnel scientifique, les accompagner dans leur carrière. Nous manquons d'argent pour mener des projets stratégiques. Enfin, ou encore, nous manquons d'argent pour recruter du personnel administratif, technique, de gestion, spécialisé et faire évoluer de manière satisfaisante les carrières. Cette gestion de la pénurie permanente à l'université impose régulièrement des choix cornéliens, des arbitrages qui, par nature, ne permettent pas de rencontrer l'ensemble des besoins identifiés ni l'ensemble des besoins exprimés par les personnes. Il est à craindre que sans un refinancement à la hauteur du défi que représente l'augmentation spectaculaire durant ces 20 dernières années de la population étudiante dans notre université, il arrivera un jour où notre institution ne pourra plus assurer ses missions fondamentales. En 2018, j'attirais l'attention sur la réputation extérieure négative faite à notre personnel à TGS, souvent à tort. Depuis, nous remarquons également une dégradation dans la considération de notre personnel au sein de notre alma mater. De plus en plus de personnel de niveau 2 n'est plus reconnu pour ses compétences et régulièrement remplacé par des personnes de niveau 1 et souvent d'autres catégories de personnes, ce qui nous empêche à nouveau de faire une demande de promotion. Il nous revient également un nombre croissant de dossiers d'harcèlement. Nous demandons un renforcement des équipes chargées d'établir les manquements. Trop de dossiers traînent exagérément, favorisant un climat délétère dans les services. Le climat actuel est favorable au turnover généralisé, ce qui entraîne une surcharge de travail pour les personnes qui restent et qui favorise un absentéisme conséquent. Il est temps d'agir pour le bien de tous. Au nom des représentants du personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé, nous vous souhaitons une excellente rentrée académique. Merci.
precious time, but don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Bob Dylan avait une amie que vous connaissez toutes et tous, Patti Smith. Elle a joué aux chansons, mais Bob Dylan pas. Et il n'y avait pas qu'elle. Il y avait toute une série d'artistes, de Ramones, Kraftwerk, Ferré, Bashung, et tous ont défilé ici. C'est ce que vous rappellera l'exposition que vous nous ferez sans doute le plaisir de visiter après le drink qu'on vous offrira tout à l'heure. Cette exposition réalisée par la Dream Team du LB Culture. Merci à toute cette super équipe. Vraiment, ils ont fait un formidable boulot pour mettre en évidence les points forts de cette histoire culturelle et très engagée de l'ULB. Nous sommes à la 65e génération de recteurs depuis Pierre-François Van Menen en 1841 déjà. Et nous arrivons petit à petit à la deuxième partie de cette cérémonie. Je vais inviter solennellement notre rectrice Anne Michos à délivrer son discours de rentrée sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs les parlementaires, Madame la présidente de la Cour d'appel de Bruxelles, Mesdames et messieurs les ministres, Vos Excellences, Mesdames et messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Mesdames et messieurs les bourgmestres, échevins, échevines, Mesdames et messieurs les rectrices, recteurs, présidents, présidentes, directrices, directeurs, chers et chers doyens et doyennes, Monsieur le Président, cher Pierre, Madame la directrice générale, chère Isabelle, Madame la secrétaire de l'université, chère Monique, chère équipe, cher Thomas, chers et chers collègues, chers et chers étudiants et étudiantes, chers et chers amis et amies. Si nous approchons du bicentenaire de l'Université libre de Bruxelles, vous aurez compris que nous célébrons cette année le centenaire de notre implantation au Solbosch. Ce lieu raconte à lui seul les liens historiques et inaliénables qui existent depuis sa naissance entre l'ULB et la ville de Bruxelles. Le plateau qui avait servi à l'exposition universelle de 1910 allait rester dans sa destinée en devenant le campus d'une université. Des bâtiments modernes et magnifiques y sont construits avec l'aide financière de la ville de Bruxelles, mais aussi avec une fondation du futur président Herbert Hoover pour la relance de l'éducation en Belgique. Décidé en 1922, il faudra 8 ans pour faire aboutir ce projet ambitieux, mais comme on vous l'a dit avant, les premiers enseignements y sont prodigués quasi immédiatement. 100 ans plus tard, le Solbosch est le lieu emblématique de notre université, celui où ont été mis et sont toujours mis en œuvre, jour après jour, les engagements et les valeurs des fondateurs de l'Université libre de Bruxelles. Le nom Solbosch viendrait de Swolfsbosch, le bois du loup. Le bois a disparu, mais pas les loups. La métaphore est usée, facile et je la sais injurieuse pour les loups, mais les faits sont là. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de défendre les principes auxquels notre université est attachée. La véritable égalité qui fonde l'équité, le sens du bien public, du service à la communauté, des échanges et du partage quotidien qui permettent le bonheur. Le bonheur, mais avec quoi je viens?
pas le bonheur d'être livré par un drone 1 heure après ma commande en ligne, pas le bonheur de ces victoires sans lendemain qui ne sont, au final, que l'écume triste des vaincus et la promesse d'une défaite prochaine. Non, le bonheur dont il s'agit est indissociable de l'élévation de nos concitoyens et de l'amélioration de l'humanité. C'est un amour et une pratique, une poésie, une construction commune qui tend à la beauté autant qu'au bonheur. L'ULB et ses membres ont mené de nombreux combats pour inscrire ces valeurs dans la réalité, pour contribuer à fabriquer, sens du verbe poème, une réalité plus juste. Le Solbosch a été un territoire de fronde, de manifestations en faveur des libertés, des solidarités et des progrès sociaux et sociétaux. Combien de manifestations politiques, culturelles, de débats, de happenings, de grèves mémorables, de luttes sociales et de combats éthiques ont eu lieu ou ont pris naissance sur ce campus. En 1968, Marc Abramovitch y crée Aimer à l'ULB, qui va défendre dans les actes les droits à la contraception, à l'avortement, à une sexualité libre et responsable. Et si nous remettrons tout à l'heure la médaille de l'université à Marco, Pierre Lay et Violaine de Clercq, c'est à la fois pour commémorer cette histoire difficile, donner en exemple une équipe courageuse, mais aussi rappeler, à l'heure de l'infâme décision de la Cour suprême des États-Unis, combien les droits des soi-disant minorités, qui représentent parfois la majorité de l'humanité, sont fragiles. Et que s'il a fallu des dizaines d'années pour les inscrire dans la loi, il suffit de quelques jours pour les annihiler. Depuis 1834, l'ULB est fière d'avoir fait de Bruxelles une grande ville universitaire. Dans son discours d'inauguration, Auguste Baron déclarait, et je cite, « Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit l'objet de notre enseignement, l'amour pratique des hommes qui sont frères, sans distinction de caste, d'opinion, de nation. Nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur et à l'amélioration de leurs concitoyens et de l'humanité. » Fin de citation. 1834. Aujourd'hui, pour sûr, Auguste Baron aurait sans doute précisé l'amour pratique des femmes et des hommes qui sont sœurs et frères. Parce que, comme on vous l'aura dit à l'instant, notre université a, avant toutes les autres, ouvert ses portes aux femmes et leur aura permis de se former, de former et de jouer un rôle actif dans la société. En 1880, nous accueillons les 3 premières étudiantes. Nous aurons la première femme assistante, la première femme professeure, la première femme doyenne de faculté, la première femme rectrice. Nous avons ouvert la première cité pour les étudiantes, la première crèche, le premier planning familial. Aujourd'hui, les filles sont majoritaires parmi le corps étudiant et plus encore parmi nos diplômés. Et je pense aussi à toutes ces femmes de talent parmi nos alumni, telles les écrivaines Barbara Abel, Isabelle Barry, Françoise Lalande, Ariane Lefort, Amélie Nothomb, Sandrine Willems, l'éditrice Françoise Nissen, les comédiennes Marianne Bassler, Véronique Biefno, Nathalie Wiffner, Zidani, la présentatrice Tatiana Silva, les journalistes Françoise Barré ou Charline Vanhoenacker, la journaliste et désormais ministre Adja Labib. La liste est bien trop longue pour que je n'en oublie pas, mais elles sont là. Notre université a été courageuse. Elle doit l'être plus que jamais. Et ce courage commence par le nettoyage devant notre porte. La vaillance de nos prédécesseurs n'est pas un héritage dont nous pouvons nous enorgueillir. C'est une exigence qu'il faut maintenir, un flambeau qu'il faut chaque jour rallumer. Si je peste contre toutes celles et tous ceux qui, dans la société et alors qu'ils ont le pouvoir et les moyens d'agir, restent les bras ballants ou pire, s'opposent aux mesures indispensables, je m'indignerai encore plus contre celles et ceux qui, au sein de notre université, en trahiraient les valeurs fondatrices. En janvier 2021, j'avais publié une carte blanche pour dire mon inquiétude face à la situation dans laquelle se trouve notre jeunesse.
C'était l'époque du Covid. Cela semble déjà lointain, une crise remplace l'autre. Les rapports étaient alarmants. Le nombre de suicides chez les jeunes augmentait, les psychologues et psychiatres notaient l'explosion des troubles, et c'est lié des traitements qu'il faudrait mettre en place pour autant qu'ils en aient les moyens. L'Ukraine a succédé au Covid, rappelant que la guerre n'est pas une salle poussiéreuse du musée de l'humanité, la flambée des prix de l'énergie, la crise climatique, l'urgence d'une transition durable et inclusive. Et les angoisses des jeunes sont toujours là, pire qu'avant. Mesdames et messieurs, quel âge avons-nous? Pour la majorité d'entre nous et la totalité des actifs, nous sommes nés après, voire bien après, la Seconde Guerre mondiale. Nos jeunes n'ont-ils pas connu la guerre? Bien plus que nous. Les jeunes à 10-12 ans, si jeunes, ont connu les attentats de Paris, puis ceux de Bruxelles, les manifs pour le climat restés largement vaines, le Covid et les libertés restreintes, les guerres dans le monde que nous avons provoquées et qui ont jeté sur les routes des réfugiés que nous avons refusé d'accueillir malgré les traités que nous avons imposés au monde, la guerre en Ukraine et d'autres réfugiés que nous nous sommes empressés d'accueillir. La guerre est à leurs frontières et ils ont l'âge de devoir éventuellement aller se battre. Pas nous. Plus nous. Et puis un traumatisme se vit de manière absolue et pas relative. Il faut une force de caractère hors du commun pour être confronté au malheur personnel et parvenir à se redire « certains sont plus malheureux que moi » ou « c'est terrible ce qui m'arrive, mais cela ne doit pas mettre en péril la tâche que je dois accomplir pour les autres ». Nous avons connu les années les plus cool de l'histoire de l'humanité. La guerre froide a été une paix chaude, très chaude, où nous nous sommes permis absolument tous les excès. Notre université a été courageuse, elle doit l'être plus que jamais. Caroline Poels a eu cette force jusqu'au bout. Une femme rectrice de notre université sœur qui a sans relâche mis en pratique cet amour de l'humanité et l'a fait fructifier. J'aurais tellement aimé, Caroline, que tu sois là aujourd'hui, dans ce combat quotidien contre les loups, pour faire tomber les murs, pour le droit des plus faibles, pour la justice. Tu me manques terriblement. Au final, il y a un point commun à toutes ces crises et au fait que nous avons tellement de mal à les résoudre durablement. La manière dont nous gérons le monde à l'aune unique de la rentabilité. La rentabilité du profit, la rentabilité de la finance, la rentabilité des études, la rentabilité des métiers auxquels elles mènent, la rentabilité de la culture. Récemment, des étudiants et étudiantes d'une grande école d'agronomie parisienne ont dénoncé une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Des chercheurs et enseignants démissionnent parce que nous continuons à inculquer des valeurs et des méthodes responsables du désastre auquel nous sommes confrontés. Notre université doit modifier radicalement sa manière d'enseigner, y compris ses modalités d'évaluation. Par exemple, ces QCM à points négatifs ou remplacés par des QRM tellement retors qu'un spécialiste hésiterait, ces évaluations qui n'évaluent rien, sinon d'éventuelles prouesses de chiens savants, qui ne construisent rien, qui n'apprennent rien. Faut-il vraiment que chaque matière conduise à un examen? Voilà un grand chantier pédagogique pour lequel notre université pourrait être une fois encore en avance. Si l'université ne change pas les savoirs transmis, et plus important encore, les savoir-être et les savoir-faire, jamais le monde ne s'en sortira. On est au-delà de l'indécence lorsqu'on se moque de nos jeunes tout en leur transmettant les schémas mentaux et les processus qui ont conduit à la situation catastrophique contre laquelle ils tentent de se révolter. Ce ne sont pas des idiots ou des narcissiques égoïstes, comme l'ont prétendu certains politiques et intellectuels. Et s'ils l'étaient, nous le serions plus encore, car nous avons eu et avons la responsabilité de leur éducation et de leur apprentissage. C'est ma troisième rentrée
Et je mentirais si j'affirmais ne m'être jamais posé la question, mais que diable allais-je faire dans cette galère? Oh, je ne parle pas de l'ampleur de la tâche, celle qui incombe à une rectrice ou un recteur, pour mener au mieux le paquebot dont on lui a confié la garde sur des flots rarement paisibles. J'arrête là les métaphores marines, je ne voudrais pas que vous ayez la nausée. La galère, c'est celle qui enchaîne nos interlocuteurs et nous-mêmes dans des logiques d'ego, des logiques de pouvoir, de fief, de territoire, de conservatisme, au mieux paresseux. C'est à l'heure des désunions qu'il faudrait cesser de moquer notre devise nationale. À s'enorgueillir d'être le premier dans notre village, nous oublions que ce village est microscopique à l'échelle du monde et même à celle de l'Europe. Je ne veux pas tomber dans les clichés de genre, et le fait que je dis cela, le fait que j'ai hésité dans ce discours à parler du rôle des femmes, démontre à suffisance combien d'autres clichés restent puissants et actifs, même dans la tête de celles qui en souffrent. Je ne veux donc pas tomber dans des clichés, mais j'aspire à ce qu'il y ait plus de féminité, plus de jeunesse, plus de naïveté au sens premier du terme, ou tout simplement plus d'humanité dans la gestion des services publics en général, de l'enseignement et de la recherche en particulier. J'aspire à moins de peur, moins de réflexes égoïstes, moins de replis frileux, de stratégies à court terme. J'aspire à ce que, comme des parents essayent de construire le meilleur avenir pour leur enfant en s'efforçant d'imaginer le long terme, nous décidions, tous ensemble, de construire l'université de demain, et même celle d'aujourd'hui. J'aspire à un Big Bang pour sortir de nos propres contraintes, de celles de notre sous-financement, certes, mais aussi de nos méthodes, de nos certitudes et nos pratiques. Elles sont de plus en plus inadaptées au monde dans lequel nous vivons, aux défis collectifs vitaux qu'il faut relever et aux jeunes qui nous font confiance. Ce sera peut-être une université avec moins d'examens, avec pas d'examen ni stress, mais pleine de passion, d'enthousiasme et de perspective. Laissez-moi donner la parole à Hervé Asquin, qui a pris ses fonctions de recteur il y a exactement 40 ans, en 1982. Et je cite, « Comment va réagir l'homme sans Dieu, supposé autonome, mais contingent et fragile face à un monde où règne violence, misère, injustice et mort ? Car la libération de l'homme des transcendances divines ne s'accomplit qu'au prix d'une angoisse qui naît de l'incohérence du monde et du sentiment de sa solitude. Le sens à son existence, l'homme ne le trouvera que dans l'action et la révolte contre l'absurde, qui lui feront en même temps découvrir la fraternité et la solidarité humaine. La fraternité et la solidarité humaine. L'action et la révolte. C'est ce que Camus dit aussi. Il n'y a pas de révolte sans action. Et il n'y aura pas d'avenir, il n'y aura pas de bicentenaire du Solbosch, peut-être même pas de bicentenaire de l'ULB, si nous n'agissons pas ensemble, tous ensemble. Et pour nos enfants, nous n'en avons pas le droit. Vous allez dire, encore des belles paroles pour dire qu'il faut agir et puis plus rien, ou pire, le train-train qui va nous engloutir à nouveau et lentement jusqu'à la prochaine rentrée et au prochain discours. Alors, promenons-nous dans le bois, et tant pis si les loups sont là. Même pas peur. Renouons avec le courage propre à notre université et n'ayons pas peur. Le Solbosch, pour son centenaire, va redevenir un lieu de créativité, d'imagination, un formidable laboratoire. Pendant 2 semaines, ou plus, durant ce premier quadrimestre, je lancerai avec mon équipe un grand chantier avec les académiques, les scientifiques, les administratifs et le personnel technique et bien sûr les étudiants et les étudiantes. Une assemblée libre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et s'il le faut, nous suspendrons les cours, parce que quand on est à bout de souffle, rien ne sert de courir, il faut s'arrêter un temps. Le temps de réfléchir ensemble
et de réinventer le présent et l'avenir, la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Je vous remercie. Il y a un mélange entre solennité et, comme disent les grands ambassadeurs, Sonderchichi. Voilà, c'est un peu la marque de fabrique. On va appeler maintenant les médaillés, si vous le voulez bien, à venir sur scène. Et c'est la rectrice qui va remettre les médailles, Marco Abramovic, Violaine Declercq et Pierre Lé, avec le président, bien entendu. Vous avez devant vous trois fondateurs, trois personnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont fondé en 1968 EMEA l'ULB. Et je vais pour ma part remettre la médaille à Marco Abramovic, psychothérapeute qui a été le fondateur en fait en 1968 d'EMEA l'ULB. Avec l'affaire Willy Peirce en 1973, Marco Abramovic lance au sein de l'ASBL une activité extra-hospitalière en matière d'interruption volontaire de grossesse, ce qui demeurera contraire au droit pénal jusqu'en 1990. Merci beaucoup pour votre courage, pour ce que vous avez fait pour le droit des femmes, pour le droit des jeunes, pour le droit de la société en général. L'ULB vous est vraiment redevable. Merci beaucoup. À mon tour de remettre la médaille à Violaine Declercq, psychologue clinicienne, psychothérapeute, qui a été la première psychologue à rejoindre EMEA l'ULB avant de créer, sous l'égide de l'ASBL, le planning Marolles en milieu populaire. Elle a milité pour l'éducation à une sexualité libre et responsable, contre la répression de la sexualité et les violences sexistes. J'ai le grand plaisir de vous remettre la médaille de l'université. Et puis, j'ai aussi le grand plaisir de remettre la même médaille de l'université à Pierre Lé, docteur en médecine, qui a apporté à l'équipe ses compétences de gynécologue obstétricien. Son objectif était d'aider les femmes à conquérir le droit de disposer de leur corps et d'assurer une parenté responsable, mais aussi de lutter contre l'injustice sociale des grossesses non désirées. J'ai le grand plaisir de vous remettre la médaille de l'université.
Place maintenant à la carte blanche de Thomas Gunzik. On ne présente évidemment plus Thomas, écrivain, scénariste, dramaturge, chroniqueur, professeur à la Cambre. Il a obtenu le prix Rossel en 2001 pour son premier roman, Mort d'un parfait bilingue. On l'entend régulièrement pour notre plus grand plaisir sur les ondes de la RTB. La parole est à toi, Thomas. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, quand on se retrouve à devoir faire une carte blanche pour la rentrée académique d'une grande université, pardon, de la plus grande de toutes les universités du pays et probablement du monde, quand on se retrouve à faire ça, deux questions se posent. La première, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire qui fera sens devant des gens qui, pour la plupart, sont plus malins et plus diplômés que moi. Et la seconde, évidemment, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai accepté cette invitation? Alors, comme je n'ai pas de réponse à cette seconde question, j'ai vraiment aucune idée de ce que je fais là, je vais me concentrer sur la première. Alors, vous allez voir, cette petite intervention va partir dans une direction et puis dans une autre. À certains moments, vous aurez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de rapport, alors que pourtant il y en aura. Et au moment où ça deviendra confus, nous bifurquerons doucement en faisant des liens entre les différentes choses. Et puis enfin, nous nous dirigerons vers une conclusion qui sera, vous le verrez, à la fois ambitieuse et émouvante et dans laquelle le particulier et le général seront harmonieusement réunis. Voilà. Commençons donc par le particulier, c'est-à-dire moi-même, ou plutôt mon activité, c'est-à-dire écrivain. Qu'est-ce qu'un écrivain peut raconter dans une université? Alors, un écrivain, si on en revient à la base de cette activité, c'est quelqu'un qui consacre l'essentiel de sa vie à raconter des histoires. Et raconter des histoires, si on en revient à la base de cette activité, c'est se servir d'une faculté humaine absolument fantastique, une faculté humaine fondamentale, peut-être la plus essentielle de toutes nos facultés, une faculté dont nous ne faisons malheureusement pas tous usage, une faculté dont nous sommes pourtant tous dotés, même si parfois on ne se rend pas compte, et cette faculté, c'est l'imagination. Voilà, la question de l'imagination sera au cœur de cette petite intervention. Un écrivain, ça passe donc beaucoup de temps à imaginer des situations de départ, imaginer des personnages se trouvant dans ces situations et imaginer comment les personnages qu'il a imaginés agissent dans ces situations imaginaires. Un écrivain, c'est quelqu'un qui imagine des situations compliquées et la manière dont ces personnages, qu'il espère intéressants, vont s'en sortir. Une situation compliquée, un personnage intéressant, c'est la clé d'une histoire. Et plus la situation sera compliquée pour le personnage, plus insurmontable elle sera pour lui, plus la manière qu'il aura de la surmonter sera passionnante et plus l'histoire sera bonne. Écrire des histoires, je vous assure que c'est un gros travail. C'est un gros travail d'abord parce que c'est long, mais surtout parce qu'il n'y a pas vraiment de technique, ni de trucs, ni de mode d'emploi. Beaucoup de choses ont été écrites sur comment construire, élaborer une histoire, sur comment caractériser ces personnages, mais dans le fond, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose dans la mesure où, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir toutes les techniques du monde, tous les trucs et tous les modes d'emploi. Si vous échouez à mobiliser votre imaginaire dans ce qu'il a de plus authentique, sa singularité, son originalité, ses particularités, ses bizarreries, votre histoire n'aura pas vraiment d'intérêt. Au mieux, elle sera un objet industriel sans caractère et sans âme qui échouera à faire partager à vos lecteurs en profondeur l'expérience d'un personnage qui ne leur ressemble pas du tout.
Elle ne parviendra pas à vous faire devenir momentanément un ou une autre que vous-même. Elle ne vous permettra pas de faire l'expérience d'un autre réel. Voilà. Elle sera, pour reprendre la formule de Nabokov, je suis dans une carte blanche à l'université, je vais faire quelques citations prestigieuses pour me faire valoir. Sans imaginaire, votre histoire sera, citation de Nabokov, une ornementation du lieu commun, parce que les lecteurs aiment souvent à retrouver leurs propres idées sous d'élégants déguisements. C'est pas mal, hein? Fin de la citation. L'imagination, faculté humaine fondamentale et mystérieuse, dont l'usage relève d'une série de choses pour lesquelles notre époque n'a pas du tout de goût: l'intuition, le doute, la chance, l'erreur, l'accident, le sentiment et l'émotion. Il est étrange, alors ici je vais commencer à faire les détours que je vous ai annoncés, il est étrange, non, je vais employer un mot plus fort pour tenter de marquer les esprits, il est tragique de constater que les littératures qu'on qualifie de l'imaginaire soient si souvent mal considérées par rapport aux littératures blanches ou mainstream qui racontent des histoires ancrées dans ce qu'on considère comme étant le réel, comme si une idée commune du réel était possible. La réalité n'est qu'un point de vue, disait Philippe K. Dick à ce sujet. Vous connaissez tous Philippe K. Dick, un des plus grands auteurs de l'imaginaire et donc un des plus grands auteurs du réel. Je reviens maintenant au propos principal. Je fais un petit plan. Je suis pédagogue aussi. Donc, la résistance à l'imagination et à ses corollaires, que sont donc l'intuition, le doute, la chance, l'erreur, l'accident, le sentiment et l'émotion, semble avoir contaminé des pans entiers de l'activité humaine. Et c'est ici que je vais commencer à faire le lien entre mon activité d'écrivain et une activité universitaire. À quoi ressemble un projet artistique dans ses premiers instants? Probablement à la même chose qu'un projet de recherche universitaire dans ses premiers instants. Une idée très vague, une légère agitation de l'esprit, une impression indéfinie, un pressentiment confus qui s'agite quelque part dans l'obscurité de la conscience. Quelque chose dont la composition n'est pas très différente de celle qui fait les rêves ou les souvenirs. Quelque chose de très fragile, d'extrêmement farouche, dont il faut s'approcher avec beaucoup de prudence. Mais pour ce moment fondamental, pour ce quelque chose d'indistinct, d'infiniment délicat, de profondément énigmatique, si vous faites la demande d'un bureau ou d'un local, ce que Virginia Woolf appelait une chambre à soi, si vous faites la demande de soutien financier, souvent indispensable pour mener à bien votre projet, ce que Virginia Woolf appelait quelque argent, on vous demandera de réaliser un dossier. On vous demandera une note d'intention, une lettre de motivation, un résumé en 5 pages, un synopsis, un autre résumé, mais en 8 pages cette fois, un sommaire, un aperçu, un plan et parfois même une accroche ou, pire encore, un pitch. Quelle méfiance faut-il avoir pour les mécanismes lents et profonds de l'esprit? Quelle haine faut-il que notre époque nourrisse à l'égard de l'imagination pour lui imposer ça? Alors, c'est vrai que l'imagination a un défaut, c'est que son utilisation est inconfortable. Le conservatisme, c'est de préférer rester assis, comme tous les soirs, dans un fauteuil en velours, sirotant une tisane, en se disant qu'on y est bien dans ce fauteuil que l'on connaît, ses coutures, ses coussins, son velours, et qu'il est agréable, le goût infiniment regoûté de cette tisane, et que hier est pareil à aujourd'hui, qui sera pareil à demain, et comme ça jusqu'à la fin des temps. L'imaginaire, c'est tout ce qui se passe au moment où on se lève. Et se lever, c'est s'exposer à beaucoup de choses désagréables, à commencer par se casser la figure, et je parle ici sous le contrôle des professeurs de physique. Après avoir bien réfléchi, je crois pouvoir affirmer ici que si le plus souvent nous ne faisons pas usage de notre imagination, c'est tout simplement parce que c'est plus facile que de s'en servir. Alors, à présent, on va aller vers la conclusion ambitieuse et émouvante. Il est donc plus simple de faire l'impasse sur l'usage de l'imagination. Et pourtant, si on s'arrête un moment sur notre présent et qu'on se demande quelle est sa caractéristique principale, la sécurité, la paix,
la stabilité, rien de tout ça. Hein. La caractéristique principale du présent, c'est le changement. Et je parle ici sous le contrôle des professeurs de sciences politiques, de sociologie, d'économie, disons de tout le monde. Hein. Chaque année, chaque mois, chaque jour apporte des changements brutaux dont certains sont susceptibles, à moyen terme, de nous tuer. Vous voyez les mots qu'il faut. Et c'est du petit moyen terme, c'est du moyen terme tellement petit qu'il pourrait presque s'appeler court. Nous sommes à une époque où le possible advient, mais aussi, surtout, et dans des proportions beaucoup trop importantes, l'improbable, l'inimaginable et surtout l'imprévisible. Alors, si on faisait le choix de l'optimisme, et je sais que c'est un choix bizarre, surtout en ce qui me concerne, mais bon, puisque c'est la rentrée, on va faire un effort, on va faire le choix de l'optimisme. Si on faisait le choix de l'optimisme, on dirait que s'il existe des solutions, elles ne se trouvent pas dans ce fauteuil en velours, au milieu de ces coussins, ni dans l'eau tiède de cette tisane. Elles se trouvent dans le mouvement, elles se trouvent dans l'imagination, elles se trouvent dans la capacité à se projeter dans du réel qui n'existe pas encore, mais qui existera peut-être, probablement, parce que l'imaginaire, c'est aussi la capacité d'adaptation, la capacité à trouver de bonnes solutions à des problèmes auxquels on ne s'attend pas. Et dans ce sens, plus que jamais, l'imagination est le meilleur outil du survivaliste. Réfléchissez à ça. Et voilà comment je passe du particulier, c'est-à-dire le métier d'écrivain, celui d'universitaire et de la pratique de l'imaginaire, au général, c'est-à-dire sauver le monde. Parce que si il ne fallait garder qu'une seule ambition individuelle et collective, ça serait peut-être celle-là, sauver le monde. Et c'est ici que ma petite intervention va prendre l'allure d'un appel vibrant à une écologie de l'imaginaire, écologie dans le sens des relations qui peuvent s'établir entre l'imagination et la réalité. L'imaginaire en tant que faculté à se préparer au réel, l'imagination qui produit de la curiosité, qui elle-même produit de l'intelligence, l'imaginaire qui permet de s'adapter aux changements et à leur survivre. En un mot, l'imaginaire est probablement ce dont le réel a le plus besoin. Et comme notre réel est aujourd'hui dans une situation, on en a tous parlé, une situation vraiment compliquée, et comme nous sommes les héros de ce récit, nous sommes nous-mêmes en même temps les auteurs, nous avons la chance et l'opportunité, en sauvant le monde, d'avoir vraiment une très très bonne histoire. Alors voilà, j'ai bouclé la boucle avec ce que je disais au début, et ce campus de l'Université libre de Bruxelles a donc un siècle aujourd'hui, un siècle durant lequel le monde a changé radicalement, et ce serait probablement un joli cadeau que d'offrir à ce campus un petit upgrade, une mise à jour, et en faire le campus de l'Université libre et imaginaire de Bruxelles. Mais pour trouver comment faire, eh bien, il suffirait de faire preuve d'imagination. Je vous remercie. Voilà, vous avez évidemment reconnu que Thomas Gunzik est bien entendu diplômé de la plus grande université du monde. Merci, merci Thomas. Nous arrivons dans le tableau final, et ce tableau final prévoit solennellement l'ouverture de l'année académique. Madame la rectrice, Monsieur le Président, je vous invite au micro. Nous déclarons ouverte l'année académique 22-23. Vaillant.